La démolition des immeubles du Vieux-Port de Marseille est l'aboutissement d'une vaste opération de rafle, de déportation et d'évacuation des populations menée par les nazis avec la collaboration du régime de Vichy. Marseille, en janvier et février 1943, connaît un véritable séisme. Le cœur de Marseille est touché, détruit par explosifs par les Allemands. La population évacuée dans la journée, 20 000 personnes vont devoir quitter leur habitation et plus de 2000 personnes vont être déportées. Donc c'est une catastrophe pour la ville de Marseille. Le 11 novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone sud suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord. À leur entrée dans la ville de Marseille, les troupes allemandes reçoivent les instructions de ne pas côtoyer les habitants de la ville, que cette ville portuaire est un lieu de rassemblement de mauvais éléments, un lieu d'infection et un lieu de trouble. Marseille résume pour les nazis la société cosmopolite qu'ils veulent précisément éradiquer. Marseille, pour eux, c'est un repère de sous-hommes, de judéo-bolcheviques, d'étrangers, de métèques, la pègre, les souteneurs marseillais, l'ensemble des stéréotypes nazis se focalisent autour de Marseille. Fin décembre 1942, Heinrich Himmler, le chef supérieur de la SS, envoie un décret décisif à ses services installés en France et dans les autres pays occupés. Ce décret, dénommé Aktion Meerschaum, ordonne la déportation de 30 000 hommes comme main-d'œuvre dans les camps de concentration. Ce décret facilite sensiblement le travail des services allemands en France. Il est beaucoup plus facile pour elles de procéder à la déportation d'ennemis politiques ou d'autres personnes dites indésirables. À la fin de l'année 42, les Allemands occupent Marseille et se tiennent prêts à intervenir pour y mater toute résistance. Il suffisait d'une étincelle à l'état-major nazi pour tout embraser. Le 3 janvier 1943, un double attentat de la résistance qui fait 2 morts provoque une énorme réaction dans la hiérarchie nazie. Himmler, le chef de la SS, demande à la suite de cet attentat plus de 100 000 arrestations. Il demande la destruction de la totalité du Vieux-Port de Marseille et il a déjà en tête d'organiser des déportations. Pour les nazis, un quartier en particulier doit disparaître de la carte. C'est le Vieux-Port. Les vieux quartiers de la rive nord du port de Marseille sont la partie la plus ancienne de la cité. C'est là qu'était la cité grecque. Il y a une atmosphère, d'après tous les témoignages, très chaleureuse. Les habitants, il y a une sociabilité de ce quartier très importante. Les images de ce quartier sont liées d'abord à l'état des immeubles, certains sont insalubres, mais aussi à l'existence d'un quartier réservé dans lequel s'exerce la prostitution et où les célébrités de passage aiment bien venir s'encanailler. Alors pour les Allemands, c'est vraiment l'horreur. Himmler, le chef de la SS, lorsqu'il lance cette grande opération à Marseille, évoque un nid de criminels et il demande à ses hommes de nettoyer la porcherie marseillaise. Himmler décide que la ville passe sous le contrôle d'un de ses régiments SS. Il décide d'envoyer le chef de la police d'ordre du Reich et il demande à son chef de la Gestapo de Paris de descendre lui aussi à Marseille. L'état-major allemand veut frapper un grand coup suite aux attentats. Il ordonne de dynamiter l'intégralité du Vieux-Port et de déporter 50 000 Marseillais. Des négociations ont lieu entre René Bousquet, le chef de la police française, et Karl Auberg, le chef de la SS en France. Les Français proposent aux Allemands de réduire les destructions du Vieux-Port en échange de l'extension des contrôles d'identité et des rafles à l'ensemble de la ville. Ils s'accordent sur le périmètre à détruire, les cibles à rechercher, et conviennent que les arrestations et les rafles soient effectuées par la police française. On a une photo célèbre des négociations de Marseille. D'un côté, le gouvernement de Vichy, qui veut absolument rester souverain et qui est donc prêt à agir et à réaliser les décisions allemandes. De l'autre côté, des responsables allemands qui, sans cette collaboration du gouvernement de Vichy, n'auraient pas pu réaliser leurs opérations en France occupée. Cette photo, elle illustre parfaitement ce qu'est la collaboration franco-allemande. Le préfet Lemoine envoie une circulaire aux policiers français. Il fallait arrêter les repris de justice
les souteneurs, les clochards, les vagabonds, les gens sans aveu, toutes les personnes dépourvues de carte d'alimentation, tous les juifs, les étrangers en situation irrégulière, les expulsés autorisés, toutes les personnes ne se livrant à aucun travail régulier depuis un mois. Vous voyez que là, les mailles du filet sont très larges. Le vendredi 22 janvier au matin, des forces considérables sont mobilisées par le gouvernement de Vichy. Près de 12 000 gendarmes et gardes mobiles sont envoyés à Marseille. À la tombée de la nuit, un soir de Shabbat, la police française s'introduit dans les domiciles, les cafés, les cinémas et rafle 1837 personnes. La police agit dans tout le centre-ville et les opérations de contrôle et les arrestations durent toute la nuit. À la place de l'Opéra, il y avait la famille Bidgerano. On a déporté la petite de 4 ans, une de 7 ans et un fils de 14 ans. Le père et 3 enfants. C'était selon l'humeur du flic. Il embarquait le fils et pas le père et pas le fils, ou les deux. Mon père a poussé mon frère Léon dans les escaliers pour qu'il se sauve. Il passerait inaperçu tellement la panique était grande. Mais Léon est remonté et s'est caché sous un lit. Les policiers ont seulement fait descendre mon père. C'est la première fois en France que des familles juives françaises sont entièrement déportées. Le samedi 23 janvier, les troupes allemandes encerclent le quartier du Vieux-Port entièrement bouclé. Aucune explication n'est donnée. À la tombée de la nuit, les rafles reprennent. 635 personnes sont arrêtées et transférées aux Baumettes, ramenant le nombre de Marseillais incarcérés ce week-end-là à 2500. 300 autres Marseillais sont retenus au commissariat de l'évêché. Le lendemain matin, le dimanche 24 janvier, 1642 personnes détenues aux Baumettes et à l'évêché, dont la moitié est juive, sont conduites en camion à la gare d'Arinques, puis transférées au camp de Compiègne. On nous entasse à tel point qu'il faut lever les bras pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Et ils continuent à embarquer des hommes. On nous jette dans le wagon 7 boules de pain et 3 ou 4 boîtes de conserve. Le wagon est plombé avec de grosses pinces par un ouvrier. Quand le train démarre, tous les passagers récitent le Kaddish. Au même moment, au Vieux-Port, l'évacuation du quartier commence. Haut-parleurs et clairons réveillent les habitants et leur ordonnent de quitter immédiatement leur logement et de préparer des vivres pour 48 heures. De 6h à 16h, 20 000 personnes sont évacuées et 15 000 d'entre elles sont conduites à la gare d'Arinques. Les familles sont regroupées dans des trains, puis internées dans un ancien camp de troupes coloniales à Fréjus. À Marseille, les barrages filtrants sont maintenus. La police française contrôle et arrête des habitants toute la semaine. Pendant ce temps, au camp de Fréjus, les évacués du Vieux-Port sont passés au crible, c'est-à-dire triés. Une partie d'entre eux est rapatriée vers Marseille à partir du 28 janvier. Parmi ceux restés à Fréjus, environ 800 personnes, dont 200 juifs, sont acheminées à la gare d'Arinques le 1er février. Ils sont ensuite entassés dans des wagons à bestiaux pour être transférés au camp de Compiègne. Ce même jour, le 1er février, le dynamitage du Vieux-Port commence. « 1494 immeubles, 50 rues, 14 hectares, soit l'équivalent de 20 terrains de football, sont détruits en une quinzaine de jours. Échapperont à cette destruction massive allemande l'hôtel de ville, l'église Saint-Laurent, les bâtiments de la douane et de la consigne sanitaire, l'hôtel de Cabre et la maison diamantée. Le 8 mars, les Juifs issus des rafles de Marseille sont transférés de Compiègne à Drancy. Je tiens à t'avertir que nous ne resterons pas à Drancy. On va être déportés, je ne sais pas où, et je crois que l'on ne pourra plus écrire ni recevoir de colis. Garde ton courage. Si je te dis que c'est à peu près sûr que c'est pour travailler quelque part, mais je ne sais pas où. Ne t'inquiète pas de mon sort, c'est la destinée.
Les 23 et 25 mars, la grande majorité des Juifs marseillais est déportée pour le centre de mise à mort de Sobibor. De ces convois, numéros 52 et 53, il n'y eut aucun survivant. Les autres Juifs seront acheminés plus tard vers Auschwitz. Courant avril, les 600 Marseillais considérés comme suspects et triés à Fréjus sont déportés vers les camps de concentration de Sachsenhausen, Mauthausen, Buchenwald et l'île anglo-normande d'Aurigny. Seuls 100 d'entre eux reviendront. 76 ans après les rafles, on se pose encore des questions. On connaît plus ou moins le déroulement des négociations et aussi le déroulement des rafles même, mais on se pose encore beaucoup de questions concernant les victimes. Par exemple, des raflés de Marseille ont fait partie du convoi du 28 avril 1943 au camp de Sachsenhausen, près de Berlin. Les noms et les parcours de ces déportés sont à peine connus. La recherche a alors encore un bon bout de chemin à faire. Une question à éclaircir aussi, c'est la création de la régie foncière et immobilière de la ville de Marseille, qui rassemble plusieurs intervenants, en particulier des banques, et qui a comme fonction la reconstruction des vieux quartiers. Elle est créée au moment de la destruction. Comment a été prise cette décision? Par qui? Quel est son rôle véritable? Et ensuite, comment elle a pu intervenir, ou pas d'ailleurs, dans la reconstruction? Voilà toute une série de questions à éclaircir également. Les événements qui se déroulent en janvier 1943 à Marseille illustrent parfaitement le projet idéologique mené par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, qui conduit au génocide des Juifs d'Europe et à l'éradication des soi-disant sous-hommes pour construire cette société idéale aryenne.